Merci, Monsieur le Président. Bonsoir, on est déjà à une heure tardive, Mesdames et Messieurs, Excellences. J'ai la tâche ingrate de conclure, mais je vais me garder de conclure, puisque l'homme qui conclut, d'une certaine façon, identifie une certaine fatigue. Alors ma fatigue, la mienne, mais la vôtre aussi. Alors je vais essayer d'être court en replaçant un peu le débat de ce colloque autour de ce que j'appelle la possibilité de construction d'une nouvelle grammaire internationale géopolitique dans le contexte du piège de Thucydide. Alors je fais référence, je renverrai à mon travail qui sera publié à ce qu'est le piège de Thucydide, mais comme vous êtes tous des géopoliticiens avertis, vous savez vraisemblablement en quoi il consiste. On aurait pu conclure avec l'amiral sur le pacte stratégique. Je constate simplement qu'à l'heure, je dirais, des vicissitudes du langage journalier en matière de géopolitique et de géostratégie, on fait souvent référence à des notions assez alambiquées, barbares, de type guerre proxy, guerre par procuration, supplétivité, etc. Mais on perd de vue, bien qu'il est intéressant de constater qu'il y a plusieurs acteurs, bien sûr, dans l'enjeu géopolitique russo-ukrainien, le théâtre de guerre actuel. Je pense qu'il faut néanmoins déceler une constante, et c'est la géographie. Moi, je pense que l'affaire ukrainienne, russo-ukrainienne, est une revanche de la géographie et de l'histoire sur les tendances irénistes qui étaient à l'œuvre depuis des décennies, non seulement dans les écoles stratégiques, mais dans le mainstream médiatique, qui consistait à voir une sorte depuis 91, depuis la dislocation de l'Union soviétique et la chute du mur de Berlin, d'avoir abouti dans le sillage des thèses de Fukuyama une sorte de parousie extatique d'une paix universelle kantienne qui tiendrait finalement des siècles et des siècles, ce qui n'a pas été le cas avec le 11 septembre, avec l'invasion de l'Irak, avec donc toute cette entreprise, je dirais, belliqueuse du clan néoconservateur bouchien au Moyen-Orient, dont les déclinaisons, je dirais, dans la sanation, je dirais, des post-conflictuels est encore vivante et a ses déclinaisons non seulement au Moyen-Orient, mais avec ses déclinaisons dans le sud-est méditerranéen et en Méditerranée orientale. Lorsque je mets l'accent donc sur la géographie, je pense que l'Ukraine est un fait géographique hybride, mais qui constitue à lui seul, je dirais, une singularité, puisque c'est un espace pontique, c'est un pont. Effectivement, si elle est située une partie dans l'isthme européen septentrional, quand on regarde la carte, elle relie la mer Baltique et la mer Noire par le bassin du Dniepr, et la mer Baltique et la mer Caspienne par le biais du bassin de Volga. Et là, je pense, et c'est ce que Eugenberg avait mis en exergue, que la verticalité, je dirais, et le caractère pontique de cet espace a dicté finalement l'engagement, nonobstant l'Ukraine qui se bat pour sa survie, je dirais, existentielle et identitaire, et la doctrine néo-primakoviste, je dirais, de Poutine, qui veut récupérer en fait le contrôle sur son étranger proche qu'est l'Ukraine, l'intervention d'autres acteurs transnationaux, d'autres acteurs, d'autres puissances globales comme les États-Unis et ses alliés occidentaux. Pourquoi ? Parce que le contrôle, je dirais, et on a fait référence à la réactualisation des thèses de Harold Mackinder, sont évidentes. Non seulement il y a un retour de la géographie, mais il y a un retour, je dirais, de l'histoire stratégique. On en revient aux fondamentaux du grand échiquier de Zbigniew Brzezinski, qui déjà, dans les années 70, classait l'Ukraine parmi les 5 fondamentaux pivots géopolitiques, et on faisait, je dirais, un espace essentiel pour le contrôle de l'Eurasie, de fait qu'il s'agit d'un espace
charnière, et en quelque sorte, il réactualise lui-même dans le grand échiquier la thèse du Great Game qu'on avait finalement au XIXe siècle lorsque s'affrontait l'Empire britannique pour le contrôle, et la Russie pour le contrôle donc des bouches de l'Indus, et en fait tout le bassin, je dirais, pacifique via l'Inde. Et je pense qu'il s'agit actuellement d'une sorte de reprise, je dirais, de cette géopolitique de contrôle eurasiatique et continental de la part d'une puissance éminemment thalassocratique que sont les États-Unis, l'Angleterre et ses alliés. Alors, bien sûr, la guerre russo-ukrainienne a sa spécificité, puisque c'est une grammaire, je dirais, d'antagonisme ultra polarisée. Ce n'est plus une guerre tiède, c'est comme on a dit, une guerre conventionnelle de haute intensité, mais une guerre mélangée, mondialisée. Là, le général Richoux a fait une synthèse que je ne vais pas reprendre. Il y a une innovation quand même qui est importante, et c'est l'apport donc de la révolution chronologique et le cyber, qui quand même impose un fuseau horaire totalement différent des guerres conventionnelles qu'on avait sur les fronts. On se regardait pratiquement pendant des années avec le fusil dans les fronts. Mais la guerre russo-ukrainienne constitue donc non seulement la révélation, mais aussi la catharsis donc, de deux conflits qui sont convergents. L'affrontement russo-américano-occidental, qui a complètement, et pour la première fois, et là je pense que c'est une innovation, détabouisé l'emploi de l'arme nucléaire depuis la fin de la guerre froide à des fins tactiques. Donc on s'exprime à présent, l'antagonisme, la conflictualité s'exprime à travers des domaines qui sont, hormis bien sûr militaires, on le trouve bien sûr dans les guerres économiques, dans les guerres d'information, dans les guerres d'opinion, et ce qui constitue quand même une innovation, c'est la dimension sociale extrêmement intéressante de cette guerre, à savoir la mobilisation des opinions publiques. Et en premier lieu, la mobilisation, je dirais, de la société ukrainienne, et sa formidable, je dirais, et courageuse résilience dont elle fait preuve actuellement dans cette guerre qui prend énormément des proportions extrêmement cruelles. Pour ce qui est de l'élément de grammaire, je dirais, géopolitique, en matière, je dirais, systémique, puisque cette guerre, dans une perspective prospectiviste, devrait s'arrêter. Personne ne sait à quel moment elle va s'arrêter. Elle met en exergue néanmoins un élément intéressant, c'est que certains stratèges considèrent qu'elle est en fait le prolongement de la Troisième Guerre, c'est-à-dire après donc la Deuxième Guerre, la Troisième Guerre étant mondiale, la guerre froide, elle serait en sorte une forme de quatrième guerre mondiale ou mondialisée. Alors effectivement, l'intervention, voire l'agression russe du 24 février a agi en tant que déclencheur. C'est en fait un facteur disruptif dans la communauté internationale qui a été révélatrice en fait de la mobilisation de différentes dynamiques qui sont souvent antagonistes. On a donc une complexité, je dirais, dans le déchiffrage, dans les grilles de lecture, puisqu'elle résulte de la conjonction de plusieurs dynamiques. Une des dynamiques, c'est la dynamique de guerre à proprement parler. Donc on a parlé du brouillard de la guerre, de la difficulté de récolter des informations, mais aussi les guerres de propagande, de désinformation, de manipulation d'opinion publique et d'opérations de psychologie, de subversion psychologique. Mais on assiste néanmoins du côté russo-ukrainien à un affrontement à travers une grille de lecture identitaire et mémorielle. Le recteur général François Dumont avait parlé de cet aspect mémoriel qui est extrêmement vivace chez les Ukrainiens. Bien sûr, chez les Russes, la mémoire, c'est une mémoire longue, puisque Kiev constitue donc leur foyer originel de leur russité. Il y a un affrontement, donc je dirais, identitaire et mémoriel, si l'on prend en compte que
à travers donc les déclarations officielles et les déclarations, je dirais, russes au niveau des médias, la Russie semble engagée dans une négation identitaire de l'identité ukrainienne, puisqu'elle parle de destruction complète de l'identité ukrainienne. Alors, on aboutit quand même à des formes, je dirais, négationnistes au niveau de l'identité ukrainienne qui génèrent des guerres, je dirais, victimaires et mémorielles qui peuvent néanmoins, à long terme, exacerber ce type de conflit. Parce que si on rejoint un peu vos thèses qui constituent, qui appellent finalement à un cessez-le-feu et à une négociation, moi je pense que la moindre des choses serait de reconnaître quand même une réciprocité en matière identitaire et d'existence nationale, que ce soit la Russie et l'Ukraine. Moi je ne pense pas qu'ils feront la paix dans un tel, je dirais, dans une telle escalade rhétorique et de manipulation au niveau, et je dirais quand même à travers la promotion de certaines thèses, je dirais, historiques, qui peuvent être appréhendées d'une façon différente entre les Ukrainiens et la Russie, de ce qui constitue leur propre identité. Donc c'est quand même un enjeu important. Bien sûr, là, on calque la grammaire donc géocivilisationnelle, puisqu'on voit la fracture donc entre le modèle de société ouverte de type popérien qu'on a promu depuis des décennies en Occident avec la démocratie de marché et des droits de l'homme, et le type de société, je dirais, holistique, beaucoup plus communautariste, lié à des ressorts identitaires et religieux, beaucoup plus enracinés en Russie, mais dans toute l'Europe de l'Est. Et puis surtout, ce que je pense qui est une constante dans ce conflit, et j'en viens justement à articuler en fait la syntagme du piège de Thucydide, c'est la fameuse guerre de puissance. Elle est une constante de la géopolitique internationale, à savoir que du côté russo-ukrainien, on a une grille de lecture du côté ukrainien stato-national, c'est-à-dire qu'elle entend récupérer les territoires qui ont été conquis par les Russes, elle entend rétablir un État territorial et souverain. Alors effectivement, ça dépendra des tractations et des négociations au niveau, je dirais, des avancées et des status quo militaires, mais l'autre grille de lecture, l'autre type de grammaire de puissance entre Russie, Occident et États-Unis consiste à finalement établir sur ce territoire un pôle, une zone d'influence à long terme qui constituerait, je pense que la plupart des intervenants étaient d'accord, à créer une sorte de ce qu'on appelle en géostratégie de ventre mou en Ukraine, c'est-à-dire une possibilité d'avoir un espace certes stabilisé, mais avec lequel on pourra, dans le cadre peut-être d'un conflit gelé pendant des années, comme ça a été le cas pour certains conflits gelés en Asie centrale, dans le Caucase, manipuler, réactiver des foyers de tension à long terme. Pour ce qui est donc du piège de Thucydide, moi ce que j'ai relevé, c'est que si l'on a finalement à l'esprit de promouvoir et d'analyser les possibilités d'une nouvelle architecture sécuritaire et géopolitique en Europe après le règlement russo-ukrainien, on a finalement à l'esprit la volonté d'établir et de construire un ordre, une architecture, une forme d'équilibre de pouvoir entre des acteurs internationaux qui consisterait à assurer une paix, je dirais, une stabilité donc à long terme. C'est ce qui correspond donc à ce type, je dirais, de grammaire internationale classique. Or, le piège de Thucydide pourrait se refermer finalement au niveau, je dirais, planétaire, puisqu'il est devenu une main courante d'intervention et de guerre proxy. Il y a une prolifération actuellement, et vous en êtes conscient, de guerre proxy, pas seulement la guerre proxy qui a été donc théorétisée par Graham Allison, le journaliste américain sur le piège de Thucydide, le professeur, c'est ça.
qui parle donc d'une volonté, je dirais, d'engagement militaire des États-Unis en Chine méridionale ou en Asie du Sud-Est pour contrer l'émergence, en fait, la constitution d'une zone d'influence par une puissante concurrente émergente, donc qui serait la Chine. Or, le piège de Thucydide, si on prend la logique, il peut être appliqué au niveau régional, non seulement au Moyen-Orient. On a vu l'intervention surtout des États qui ont eu une, je dirais, expérience impériale. On a vu la Turquie d'Erdogan, on a vu l'Iran, on a vu l'Arabie saoudite dans le Yémen, on a vu énormément de prolifération de guerres proxy qui sont difficiles à contenir, dans la mesure où on ne sait jamais quand, comment c'est fini, et quelles seront les nouvelles motivations des fameux supplétifs une fois la guerre finie. C'est ce qu'on peut se poser. Souvent, les supplétifs se retournent contre ceux qui leur ont donné la procuration. Donc, si on suit donc cette interprétation, une puissance hégémonique ne pourrait accepter de perdre sa primauté géopolitique, militaire, économique ou idéologique face à un nouveau venu, une puissance émergente, et qui préfère donc s'engager dans une forme de guerre préemptive. Donc c'est exactement le cas de figure avec les États-Unis qui seraient dans le rôle de Sparte, la Chine dans le rôle d'Athènes, puisque Thucydide faisait référence au déclenchement de la guerre du Péloponnèse, mais ce théorème pourrait très bien s'appliquer aux futurs, je dirais, scénarios de guerre par procuration qui sont à l'œuvre non seulement en mettant en jeu des puissances régionales, mais globales, et qui pourraient très bien expliquer l'affrontement, je dirais, proxy entre des États-Unis, la Russie, sur d'autres théâtres eurasiatiques, dans le Caucase, je dirais, en Asie centrale, etc. Donc, à moins le fait de tomber dans ce piège volontairement ou involontairement par le jeu des alliances, avec tous les risques d'escalade que cela peut comporter, ça serait complètement contradictoire avec l'idée d'ordre international, stable et pacifique. Donc on pourrait parler finalement d'anticiper et être mauvaise langue, dire que finalement le désordre se substitue à l'ordre international. Alors à qui profite le désordre donc voilà, à l'ordre. Donc, et c'est tout comme la nature a horreur du vide, en fait, on voit bien que les puissances régionales et globales ont horreur du vide. Et à chaque fois qu'il existe une poche, une enclave, il n'existe pas de terra nullius au sens propre du terme, parce que tout territoire est vecteur finalement d'intérêt, de ressources, que ce soit des ressources, je dirais, énergétiques. Il y a une valeur aussi sacrale, hein, il y a des territoires qui sont porteurs de sacralité, et elles sont véritablement les enjeux de cette nouvelle posture d'hégémone, de contournement, de refoulement, d'endiguement, donc qui adopte dans le cadre de dynamiques néo-impériales, je dirais donc des postures agressives et belliqueuses, et puisqu'elles tendent à évincer les puissantes concurrentes et accéder à leur puissance, donc le contrôle d'un certain nombre de territoires jugés stratégiques. Juste un mot en ce qui concerne le concept de guerre mondialisée auquel a fait référence le général Richoux. Effectivement, cette guerre prend les traits d'un retour en arrière. On pourrait penser finalement qu'on revient à l'époque de la guerre froide, même si la mobilisation, je dirais, d'armes conventionnelles, les fameuses guerres réactionnaires, conjugue néanmoins avec des guerres technologiques, avec les drones et les cyber-attaques. On ne peut pas dire qu'elles constituent, je dirais, une quatrième guerre mondiale avec un engagement en masse, je dirais, de toutes les populations, mais il s'agit bien d'une guerre mondialisée qui remet finalement en question, je dirais, les dividendes non seulement de la paix, mais elle reprend finalement, elle remet en cause l'ordre international jusqu'à maintenant. Elle remet en cause la grammaire classique systémique qui consistait à asseoir donc l'ordre international sur un système d'équilibre et de négociation multilatéraliste.
finalement, je pense que la fin de la mondialisation de type néolibéral heureuse qu'on nous annonçait de 91 trouve finalement son point, je dirais, zéro dans l'avènement d'une nouvelle forme de mondialisation. On peut parler de bimondialisation. C'est un néologisme qu'a forgé Alice Ekman dans son dernier ouvrage pour désigner, après le conflit je dirais russo-ukrainien, la période post-conflictuelle. Il faudra non seulement reconstruire l'Ukraine, mais il faudra reconstruire l'architecture mondiale. Elle croit finalement à un découplage progressif de l'ordre mondial entre d'une part les États-Unis et leurs alliés et la Chine et son cercle d'amis de plus en plus large, mais toujours en toile de fond, ce sera la lutte. Et c'est toujours le retour de la géographie, la lutte pour le contrôle de l'Eurasie et la suprématie mondiale au XXIe siècle.